Bonjour et bienvenue dans le club restreint, mais très sélectif, de Quel mois avec à ma droite Arthur. Bonjour monsieur le député européen. Bonjour monsieur Arthur, vous allez bien? Très bien. Et Voilà. vous? Moi ça va toujours, parce que comme on n'est pas sorcier, il faut être optimiste. Tout à fait. Et à ma gauche Florence, alias pour ceux qui la connaissent Miss Marple, avec lesquels je vais débattre des grandes questions qui ont occupé ce mois. Oui, bonsoir. Non, c'est bonjour plutôt. Ah, bonjour, oui. Oui, non, c'est pas grave. C'est pas voilà, ça commence. Vous voyez, les amis, Le jour, la nuit. ça commence bien. Ça commence bien, comme disait Romain Gary, la nuit sera calme. Voilà. Bon, alors quels sont, Arthur, Florence, les sujets dont vous avez l'intention de débattre aujourd'hui? Je pense qu'il faut parler d'immigration, qui a été le sujet. Ça a été le réellement sujet du mois, je de crois. ce Enfin, mois. c'est le sujet des années et des années. des décennies, malheureusement, qui animent l'Europe. Oui, donc pour vous, l'événement important de ce mois, c'est bien évidemment l'invasion de Lampedusa. Tout à fait. Est-ce qu'on peut employer le terme d'invasion, Florence? Quand on voit le nombre des arrivées, moi je partage ce terme que vous employez. On a parlé de 8500 migrants qui sont Ah, il y en a arrivés. beaucoup plus maintenant, on en est à 10 on parle de 10 000, on en est à 10 000 maintenant, oui. 10 000, plus de 200 bateaux, oui, clairement, c'est une invasion. Et vous, Arthur? Oui, je pense qu'on peut partager ce terme pour une île de 5000 habitants. Et après, ces migrants qui vont être répartis dans le reste de l'Europe. Donc oui, le terme, je pense, est juste. Et vous ne pensez pas que l'élément, quand même, je m'étonne que vous ne l'ayez pas pointé, l'élément le plus significatif, c'est la coordination. Au même moment, 10 000 personnes sur des bateaux, dans une concordance de temps, de lieu, d'organisation, arrivent. Oui, c'est vrai, ça interroge. On se demande s'il n'y a pas... alors vous allez dire que je suis complotiste, mais on se demande s'il n'y a pas derrière un système de passeurs mis en place au départ. En tout cas, moi, port, je ne sais pas ce que vous en pensez, Arthur, mais l'Union européenne semble commencer à se poser des questions sur les passeurs, non? Oui, tout à fait. C'était dans le plan qu'Ursula von der Leyen, qui a été en visite avec la première ministre italienne. C'est incroyable, Giorgia ça, du reste. Meloni. Elle a présenté un plan où elle veut viser les passeurs, mais c'est des plans toujours qui sont fous. entre autres. Entre autres, oui, c'est un plan en 10 points. Non, mais vous vous rappelez quand même qu'il fut un temps où c'était indécent de mettre en cause les ONG et les passeurs. Oui, ça prouve qu'on évolue. On évolue parce qu'on est confronté au réel, là, et puis les opinions publiques vont commencer à voter aussi. Oui. Et elles risquent même de botter, j'ai l'impression. Non, mais je pense, moi, vous parlez de voter, monsieur le député européen, je pense que ce sera le débat des européennes de 2024, l'immigration. Oui, mais alors, je ne sais pas ce que m'en pensez Florence, mais est-ce que ce n'était pas déjà le débat de la précédente présidentielle et de la précédente présidentielle? Ça a toujours été le débat. Est-ce que ce n'est pas une question plutôt d'acuité du débat? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point maintenant où il y a une telle acuité de cette question qu'elle va être la question centrale? Alors, beaucoup disent que ce sera l'économie. Mais est-ce que l'économie ne viendrait pas après l'immigration? J'en sais rien, moi je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas lié, au fond, aussi, l'économie et l'immigration? Est-ce qu'on peut continuer à accueillir toujours plus de monde alors qu'on le voit, les gens s'appauvrissent? Voilà, donc pour moi c'est lié. Alors il y a des gens qui disent que l'immigration rapporte. Il y a des théoriciens d'extrême gauche qui soutiennent que l'immigration rapporte. C'est l'éternel débat. Mais ce qui n'est pas vrai, du reste, elle coûte une fortune. Oui, il y a tous les coûts externes. Mais pour revenir sur la question du débat des européennes, je pense qu'en effet, l'économie doit également être prise en compte. On le voit avec les prix qui augmentent, c'est une demande des consommateurs, enfin des électeurs, d'avoir des réponses véritables, en plus de savoir parler de l'immigration. Mais il y a aussi quand même le vécu. Bon, on se rend compte que de plus en plus de Français n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. Oui. Bon. Et en même temps, on apprend que dans le Pas-de-Calais, je crois, c'est anecdotique, je ne dis pas que c'est violemment significatif, on apprend que 500 smartphones ont été offerts à des migrants pour leur permettre de mieux communiquer avec les associations. Bon, c'est quand même relativement insupportable dans une situation de disette, de pauvreté des Français. Oui. Et on nous parle encore de l'élargissement de l'Union européenne. Donc est-ce qu'on se demande ce que ça va donner? Les gens s'interrogent. Alors, la vraie question, c'est est-ce que, enfin je vous la pose, est-ce qu'on n'est pas
désarmé face au problème de l'immigration, à cause même des législations européennes et du magistère moral, entre guillemets, que la gauche prétend imposer, avec comme chef de file maintenant le pape des migrants, qui, à mon avis, de son Argentine natale, ne connaît rien à la Méditerranée. Hein. Oui, c'est ça. Mais moi, ça m'a choqué, en fait, cette prise de position. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arthur, hein, mais j'attendais de la part d'un pape qui est venu à Marseille, qui a fait le choix de venir à Marseille et pas en France, comme il l'a répété, donc qu'il n'était a priori pas en visite en tant que chef du Vatican, mais en tant que chef de l'Église, qu'il ait plutôt un discours tourné sur le devenir de l'Église. Oui, on a... Voilà. Et donc, moi, je trouve qu'il a un positionnement politique, idéologique, qui est complètement déplacé. Je crois que c'est Bernanos qui disait il faut simplement demander aux prêtres de nous donner envie de croire. Hein. Oui. C'est vrai que la fréquentation des églises. C'est vrai que là, le pape a pris une position politique qui n'a rien à voir avec le magistère. Hein. Position politique qui est complètement contredite par Benoît XVI. Tout à fait. Du temps où il exerçait son ministère, et par le cardinal remarquable, cardinal Sarah. Oui. Mais ça règle pas ça complique le problème. Mais est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut résoudre la question de l'immigration en l'état de la législation de l'autoritarisme en cette matière de l'Europe? Non, justement, j'allais rebondir sur ce que vous disiez précédemment. Le droit s'est fait complice aujourd'hui de l'immigration. On le voit, il y a une très belle tribune de Jean-Éric Chotel qui a travaillé pour le Conseil constitutionnel dans le Figaro cette semaine. J'encourage les spectateurs à la lire parce qu'il explique très bien que la combinaison de la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE permet aux migrants de venir en Europe et de ne jamais être renvoyés. Oui, ils sont surprotégés. Oui, la Cour de justice européenne, au plein moment du coup de force de Lampedusa, a dû se prononcer sur une question préjudicielle que le Conseil d'État français lui avait posée. Parce qu'il faut que vous sachiez que maintenant, nos juridictions, avant de décider, demandent parfois l'avis à la Cour de justice de l'Union européenne ou à la Commission européenne des droits de l'homme. Toc, toc, qu'est-ce que vous en pensez qu'on puisse dire comme vous? Bon. Et le 28 septembre, je crois, ou le 21 septembre... 21, tout à fait. Le 21 septembre, 21. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision. Et cette décision, elle est difficile à analyser parce qu'elle est rédigée dans le jargon de l'Union européenne, mais on peut la résumer ainsi. Les conditions dans lesquelles on doit traiter un migrant, qui est en réalité un clandestin, il faudrait qu'on arrête de les appeler des migrants, mais qu'on les appelle des clandestins. La manière dont doit être traité un clandestin nous renvoie à la directive Retour, nous renvoie à la directive du Parlement européen et du Conseil de 2008, dont la conclusion est toute simple. Le migrant, on ne peut pas le refouler. Dès qu'il arrive, il est en situation d'hébergement, d'accueil, par le fait même d'arriver, et il ne peut repartir qu'après un laps de temps qu'on lui laisse, que volontairement. Volontairement. Et c'est valable également pour ceux qui formulent une demande de droit d'asile. Donc on est totalement désarmé. Ah oui, donc on peut inciter... C'est pas la peine de faire des mouvements musculaires comme le fait Darmanin. Tant qu'on ne récupère pas la souveraineté juridique, moi je pense que tant qu'on ne se casse pas de l'Union européenne telle qu'elle est, on ne s'en sortira pas. Hein. Mais tant qu'on ne récupère pas la souveraineté juridique, on ne pourra rien faire. Et toutes les propositions que Ursula von der Leyen peut faire se heurtent quand même au fait que tout pays qui n'acceptera pas de recevoir un migrant devra payer 20 000 euros d'amende. Oui, c'est le futur pacte qui est prévu. Oui. Il y a quelques difficultés. Des pierres d'achoppement. Oui. En effet, mais ils espèrent le faire adopter avant 2024. Oui, il y a quand même quelques résistances, mais bon, malheureusement, elles sont plus ou moins brisées successivement. Et à 20 000 euros, le migrant qui... Mais alors comment on fait parce que vraiment, ça devient un problème... De survie existentielle. On peut laisser pérorer tous les professeurs de morale qui finalement sont dans une espèce de comportement de luxe, hein,
Non, mais vous savez que ça a été étudié par un sociologue britannique, ça, un doctorant, qui a essayé d'expliquer le comportement psychologique des gauchistes qui favorisent le wokisme, l'immigrationnisme. Il explique que c'est comparable au loisir de luxe. Ils s'offrent le luxe, ça leur coûte rien. Non. Ça leur coûte que dalle, eux, ils sont peinards, mais ils s'offrent le luxe de pouvoir dire que... Alors c'est les autres qui trinquent, ce sont les gens dans les banlieues qui souffrent, ce sont les gens dans la ville qui sont dans l'insécurité, c'est pas eux dans leur bon quartier, mais ils s'offrent le luxe, c'est un luxe. En plus, c'est les gentils. En plus, c'est les gentils, voilà. Peuvent le dire. L'humanisme de salon. On a vu Jean-Luc Mélenchon, je crois, la semaine dernière, qui a dit que si lui ou ses amis arrivaient au pouvoir, il procéderait à une régularisation massive des clandestins. Mais ils n'ont plus de voix, eux. De toute façon, il leur faut ces voix-là. Hein. Et à mon avis, ce qu'ils vont faire rapidement, c'est leur donner le droit de vote en même temps. Hein. Oui, c'est également un des projets, je pense, qui bien sûr, c'est ce qu'ils veulent, caresser. Mais comment... Alors, question que nos amis devraient se poser aussi, hein, comment on s'en sort ? C'est une bonne question. Moi, ce que je constate, c'est quand même il y a des pays qui renforcent leurs frontières. Hein. Oui. Là, l'Allemagne, quand même. Oui. Nous, on avait essayé de renforcer. On avait essayé de renforcer la frontière avec l'Italie, mais la décision qui vient d'être rendue nous empêche de le faire. Non, et pour revenir sur Ursula von der Leyen, la Pologne avait demandé à ce que l'UE l'aide à financer un mur à la frontière avec la Biélorussie, qui n'est même pas un pays de l'Union européenne. Ursula von der Leyen a déclaré: l'argent de l'Union ne servira jamais à financer des murs et des barbelés. C'est impossible de jouer avec des gens qui dirigent l'Union européenne et qui sont pour l'immigration. Pareillement, la commissaire suédoise, la tricoteuse, qui tricote, Madame Johansson, je crois, a souvent condamné Frontex. Elle a dit que ce qu'il faisait, ça ne lui convenait pas, et le Français qui dirigeait Frontex a également dû démissionner. Oui, parce que lui, il voulait utiliser Frontex comme il a fait des refoulements. Voilà. Donc... Mais comment expliquez-vous, là je vous pose la question à tous les deux, je vous demande de répondre à tour de rôle. Comment expliquez-vous que, d'un côté, on ait une propagande immigrationniste de l'Union européenne, des décisions, des directives, des votes qui continuellement affluent, choisis le terme volontairement, vers un développement exponentiel de l'immigration. Et que de l'autre, on donne de l'argent à la Turquie pour qu'elle retienne les migrants, ce qui lui donne maintenant un instrument de chantage, et de la Tunisie, à qui on donne de l'argent pour qu'elle retienne les migrants, et il y a quelques années au Niger aussi. Bon, alors comment expliquez-vous cette contradiction ? C'est pas forcément une contradiction. Il y a un choix qui a été fait. Ils ont peur, je pense, du mot frontière. Ah si, il y a une contradiction. Non, ils ont peur du mot frontière. Donc ils côté... préfèrent financer des plans à milliards. Non, mais d'un côté, on favorise efficace. L'immigration, et de l'autre, on paye pour qu'il n'y ait pas d'immigrés. Mais c'est schizophrène. Hein. Oui, mais ces plans, est-ce qu'ils sont forcément efficaces, ces plans ? Mais non, puisque la Turquie nous fait chanter, la Tunisie nous fait chanter, et le Niger nous fait chanter. Donc on sait qu'ils ne seront pas efficaces. Non, mais on paye. Oui, mais on paye. Quelques milliards. Vous ne répondez pas à ma question, je crois. Non, mais en même temps, c'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre, parce qu'effectivement, ça paraît incompréhensible. Ils essayent de tranquilliser, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Donc ils font ce qui leur paraît le moindre mal. Vous n'avez pas l'impression qu'on est dirigé par des premiers de la classe si. qui comprennent, qui sont bons élèves mais qui comprennent rien à la réalité de Excellent élève, Madame von der Leyen, elle parle très bien français, elle a un niveau académique assez exceptionnel, mais malheureusement, en effet, elle semble déconnectée. Oui, non, mais les bons élèves n'ont jamais fait les bons dirigeants. Hein. Regardez Macron, c'est un bon élève. Hein. Malgré, il a eu un bon professeur. Est-ce que ce serait mis avec de très mauvais élèves, les derniers de la classe Parfois, le dernier de la classe, il est moins con que le premier. Hein. Je m'excuse pour vous, parce que vous avez toujours été premier de la classe. Non, mais bon. même pas. J'ai eu des difficultés, j'ai jamais forcément aimé l'école. C'est comme si, sur le fond, il y avait cette idéologie pro-immigrationniste, et sur la forme, pour que l'opinion publique pense que l'Union européenne fait quelque chose, et on montre que on signe des plans. Après l'immigration, quelle a été, parce qu'il nous reste que quelques 3 minutes, quel est l'autre sujet qui, pour vous, pendant le mois, a été à l'honneur du déshonneur ? Il y aurait tellement de choses à dire. Moi, je retiens quand même la misère des Français, quoi.
Oui, la situation économique est dramatique. Ah Oui, on en parlait précédemment, l'économie, l'inflation, le prix de l'essence, il y a une demande, je pense, de la part des Français, et c'est une situation qui peut difficilement continuer. Il y a des drames tous les jours, vous en parliez avec le suicide d'un pâtissier à Marseille, qui ne peuvent pas continuer malheureusement. Non, puis cette dette abyssale de la France. Oui. Et les emprunts, l'emprunt qui vient, on va emprunter 288 milliards. 285. 285 milliards, voilà. Sur les marchés, bon. Non, mais on meurt à crédit. On meurt. Les Françaises et les Français ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, le glas financier va sonner. Et qu'à ce moment-là, ça va être l'effondrement. Du reste, il y a beaucoup d'économistes. Et j'ai été étonné d'entendre l'anglais. Oui. Pas le ressortissant anglais, l'économiste chauve. Je ne sais pas s'il est chauve, du reste, on fait au crâne rasé, dire que la situation économique de la France est de plus en plus dramatique. C'est à l'image de la situation des Français, quoi. Dramatique. Non, tout à fait. Et ça ne semble pas s'arranger avec les gens qui sont au pouvoir. Et à côté de ça, vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce de futilité. À côté, on reçoit le roi. À côté, on reçoit. Ouais, mais c'est même pas ça la futilité. Moi, belle réception pour le roi. Oui, mais le roi, il faut bien on est bien obligé d'avoir on peut le recevoir. Mais certains convives n'étaient peut-être pas. Moi, j'aurais fait payer les convives. Oui, ils auraient pu inviter. Et j'aurais reversé la somme. Ils auraient pu inviter celui qui a, je ne sais même plus son nom. L'auteur du dîner de con, là, il aurait pu l'inviter. Villeray Non, Villeray, c'est l'acteur. Je ne sais plus de son nom. Ils auraient pu l'inviter, là. Non, c'est vrai que c'est un... Non, moi, ce que j'appelle futilité, c'est le sens orienté médiatiquement des préoccupations, quoi. Par exemple, le match Ruquier-Pro, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ruquier sur BFM... Ruquier, il est sur BFM, et alors Oui, moi ce qui m'a fait... Il faut bien qu'il y ait une maison de retraite, Oui. Et Pro, il est sur CNews. Alors il y a, dans les journaux, c'est le match entre Ruquier et Pro, on s'en fout. C'est comme la une du Parisien sur les punaises, ça vous fait peur tant que ça, les punaises? Et pourtant, a priori, c'est une réalité. Ça semble, c'est une réalité, ça semble augmenter. Il y a un vaccin contre les punaises? Non. Alors peut-être que Pfizer va en trouver un. Oui. Envoyez-leur un SMS. Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant le mois de septembre qui va se terminer? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué comme ça, spontanément? Non, c'est le sujet d'aujourd'hui. Non, il n'y a pas autre chose qui vous a marqué? Principalement, c'est ça, moi, personnellement. Le jugement de Bayonne ne vous a pas marqué? Les assassins du conducteur de bus qui sont condamnés à des peines inférieures à celles réclamées par l'avocat général? 13 et 15 ans, et la souffrance de la famille. Les morts les morts dans les cités, la jeune femme qui a reçu une balle, ça vous a pas marqué, ça? Si, également. Mais si, mais on aurait tant de choses à dire. Mais on oublie. C'est dramatique. C'est le grand malheur médiatique, c'est qu'on en parle quelques jours et encore, et après quelques heures parfois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait, je ne sais plus quel sociologue, je m'en fous maintenant, je ne cite plus les noms, la médiatisation a tué l'émotion? Oui, je pense que c'est exactement ça. La médiatisation a tué l'émotion. Oui, parce que c'est tout du prêt-à-porter émotionnel. On en voit tellement. Non, puis c'est du prêt-à-porter émotionnel, quoi. Il n'y a plus de discours il y a plus de discours en profondeur. Il nous reste à peu près une minute. Est-ce que, comme l'accusé, avant que le rideau du verdict tombe, vous avez quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien à ajouter, plus que ce qui n'a déjà été dit dans cette émission. Et vous, Florence? Je ne peux pas faire autrement que d'avoir une pensée pour les Arméniens. Oui, bien sûr, il faut quand même... c'est là-dessus que je voudrais conclure, du reste. Bon, j'espère que la prochaine fois, vous serez plus interactif, vous affronterez un peu plus. C'était une première. Non, parce que là, moi, franchement, ce que l'Azerbaïdjan est en train de faire, ce fameux partenaire que Ursula von der Leyen aime bien, à l'Arménie, notamment grâce à l'achat des armes que notre achat du gaz lui permet, est dramatique. Moi, j'ai une pensée pour le peuple arménien qui est confronté maintenant à la violence vorace de l'Azerbaïdjan, et je trouve honteux que l'Union européenne, indirectement, finance l'armement de l'Azerbaïdjan en achetant, paraît-il, que 5% de son gaz,
mais 5% du gaz, ça fait quand même beaucoup d'argent, et ça fait beaucoup d'armes qui pourraient tuer, blesser les Arméniens, et une pensée forte va vers ces chrétiens qui sont vraiment aujourd'hui menacés. Oui, et d'ailleurs, si vous me permettez, on aurait aimé entendre une parole forte du pape. Oui, très juste, oui. Le pape a oublié de parler de l'Arménie, mais il n'y a pas encore de migrants arméniens pour l'instant. Vous me direz, lors du précédent génocide, ils ont beaucoup migré, mais ils demandaient la protection des pays chrétiens parce qu'ils étaient décimés parce que chrétiens. Voilà. Chers amis, au mois prochain, si vous avez des idées, vous pouvez nous contacter bien sûr, et puis abonnez-vous parce que ce qui fait notre force, ce sont vos abonnements. Votre abonnement est notre armement. Merci. Et ça, c'est un armement moral.